Alors là, je veux me lancer dans un exercice d'autobiographie. C'est la première fois que j'ai à dire qui je suis. Je crois que les gens savaient spontanément qui j'étais. Bien, je suis un Camerounais, né au Cameroun, du côté d'Obala, dans mon village qui s'appelle Eka Habitat. Ce qui veut dire un lieu où l'on faisait la répartition des stratégies de guerre. Et il y avait les guerres intestines, intertribales, et là où l'on prend les décisions d'envoyer les gens à gauche et à droite, une espèce de quartier général, quoi, pour les guerres tribales. Bon, c'est fini aujourd'hui, mais le nom reste quand même. C'est un petit village paisible de l'arrondissement de Bala. Ce village se caractérise par sa structure avec deux routes qui se coupent de façon perpendiculaire. Je suis né exactement là au carrefour. J'ai étudié à l'école primaire des Phoques. C'était l'école Saint-Charles. On m'a mis au cours préparatoire parce que j'avais suivi des petites formations au village par des maîtres bienveillants. Et j'ai commencé au cours préparatoire 1, puis au cours préparatoire 2, cours élémentaire jusqu'au CPE. J'ai été formé par des frères des écoles canadiennes, les FEC, et qui m'ont plus ou moins orienté vers le collège Vogt à Yaoundé, tenu également par la congrégation des frères des écoles chrétiennes. De la 6e en terminale à l'internat, après avoir passé un concours d'entrée en 6e. Ça, on le faisait au lycée Leclerc. Je ne savais pas que c'était le lycée Leclerc. Je venais du village. Mon père m'a amené dans une longue et grande maison. Je n'avais jamais vu une maison aussi longue vraiment, aussi haute. Je suis allé, on nous a posé des petites questions, et puis je suis sorti. Et mon père m'a dit que j'ai réussi le concours. Donc c'était même un concours que je faisais sans le savoir. On me posait des petites questions sur des choses qu'on savait déjà. Bon, en 6e, on a appris le latin, pas de grec, hélas. J'ai donc fait une formation classique jusqu'au baccalauréat. Quand j'étais en première, nous avons reçu la visite d'un ingénieur agronome qui avait fait un Colbison. Et il nous a donné des avantages. Il nous a dit que la bourse chez eux, c'est 45 000 et qu'à l'université, c'est 25 000. Alors je me suis dit, il faut que je devienne ingénieur agronome. Je quitte donc la série classique, latin, et j'entre en terminale sciences expérimentales pour devenir ingénieur agronome. Parce qu'il gagnait 45 000 à la bourse. Mal m'en a pris parce que j'ai beaucoup travaillé dans les sciences. J'ai fait toutes sortes de problèmes, mais au baccalauréat, je suis tombé sur un problème dont je n'avais jamais vu le modèle auparavant. Trouver l'équation d'un savon qui s'use régulièrement. Le problème faisait 2 lignes à peine. Je n'ai pas pu faire ce problème. Je n'ai fait que des exercices. Et là, j'ai eu 2,5 sur 20 en mathématiques et j'ai donc échoué. Et comme j'avais échoué par ma propre bêtise, j'ai dit que je ne veux pas obliger mon père à payer la pension encore. Je vais arrêter les études. Je suis allé enseigner dans un collège catholique à EFOC pour préparer le bac dans la filière que j'avais suivie depuis la 6e. J'ai préparé ça tout seul. J'ai eu le bac A et je suis allé à l'université. Là aussi, je m'inscris mal. Je voulais être un grand type, au fond. Je me suis donc inscrit en droit pour devenir un grand type. Hélas, on est venu
On nous a sélectionnés. Et à moi, on a dit que je ne peux pas faire droit, que je dois aller m'inscrire en faculté de lettres. Le verbe qu'on utilisait, c'était la planification. On m'a planifié. Donc, on m'avait planifié en lettres. Je suis allé et j'ai commencé en histoire pour voir, bon, l'histoire ne m'a pas beaucoup intéressé. Et j'ai fait beaucoup de choses. Les professeurs présentaient les disciplines dans les différentes facultés. Je suis tombé sur quelqu'un qui présentait la philosophie. Il a dit que je ne vous encourage pas. Si vous n'êtes pas capable, hein, parce que c'est un peu compliqué là, en philosophie. J'ai dit là, moi je vais donc entrer ici. C'était le professeur Laburte Tolora, qui était un anthropologue, un jeune agrégé de philosophie qu'on avait envoyé à Yaoundé, mais qui était en train de virer vers l'anthropologie. Parce qu'il m'avait amené un jour du côté de Ça, passer une nuit là-bas, au bord du fleuve, en train d'interroger des vieillards sur la traversée de la Sanaga Sud. Et moi, j'ai joué donc le rôle d'interprète. Donc plus tard, en 82, quand je verrai le livre « Les Seigneurs de la forêt », je me suis dit donc, Laburte était en train d'écrire un livre aussi savant, et c'est moi qui étais l'interprète. Et ça m'a mis l'idée, la puce à l'oreille, qu'il faut faire de la recherche, c'est comme ça qu'il faut le faire. Bon, j'ai eu donc mon bac. On faisait 2 années à l'université. Pourquoi pas la licence? Parce que les jeunes professeurs qu'on nous avait envoyés, Laburte, agrégé de philo, Bolé Guillaume, agrégé de philo, et Njomole qui était à l'école normale, qui nous faisait quand même cours aussi, et puis Basile Julia Fouda, qui nous faisait cours aussi. Et comme ils n'avaient pas la capacité de diriger la licence, les cours s'arrêtaient en 2e année. C'était des jeunes cadres de l'enseignement supérieur qui venaient de rentrer, mais ils n'étaient pas qualifiés pour délivrer une licence. C'est pour ça que nous sommes allés faire la 3e année en France. Nous avons pris l'avion, c'était la première fois, mais un avion qui était fait pour nous, pour les étudiants qui montent en Europe. Un Boeing, je ne sais pas, 400 combien. On était très peu nombreux. Alors, on cassait les accoudoirs et on s'étalait sur les 3 chaises pour dormir. On est arrivé là-bas à Paris. On nous a répartis dans des provinces, dans les académies, comme on disait à l'époque. Moi, je suis allé à l'académie de Tours, où j'ai trouvé d'excellents professeurs. Celui qui m'a dirigé en thèse, en mémoire d'abord, c'était Claude Bruyère, très fort dans la métaphysique, un ancien jésuite. Il a dirigé, j'ai fait une maîtrise sous sa direction, intitulée « Puissance et limites du langage ». En thèse de 3e cycle, parce que j'aurais 2 thèses finalement, pas une seule. En thèse de 3e cycle, j'ai travaillé sur un thème épistémologique, la raison et son mythe. Bon, j'étais, je ne sais plus à quelle année, en 67, je crois. Je suis donc rentré, j'ai fait une formation concurremment avec la philosophie. C'était une formation d'experts en organisation du travail au Conservatoire des Arts et Métiers, dans le centre associé de Tours, parce qu'il était à l'Académie de Tours, le pays où a étudié le pays de Descartes. Après donc le 3e cycle, je me suis mis à travailler dans l'usine pour gagner un peu d'argent et commencer à préparer une thèse d'État. Malheureusement, le ministre de l'Éducation de l'époque, c'était M. Mongosso, José Mongosso. Il m'a fait des téléx vraiment urgents en me morigénant. Il fallait que je rentrasse pour
mérité ma place et que d'ailleurs, de toute façon, il ne me priait pas, il me donnait l'injonction parce que j'avais été envoyé là-bas pour me former et venir enseigner. Il n'est pas question de traîner. Bon, je n'étais pas prêt. Je travaillais parallèlement dans les usines, à gauche à droite, pour m'équiper un peu, pour ne pas rentrer comme un petit enfant. J'ai emballé toutes mes choses dans une maison à déménager et une agence de déménagement. Je suis rentré croyant qu'au Cameroun, on allait me trouver de l'argent rapidement pour faire venir mes bagages. J'habitais un appartement avec mon épouse, dont je m'étais équipé en tout, quoi. Une bibliothèque, une grande bibliothèque, parce que je savais que je venais pour l'enseignement. Malheureusement, je suis arrivé ici, on n'a pas voulu payer les bagages, ça a mis des mois, ça a mis des années, et puis c'est tombé dans le flou comme ça. Finalement, je suis rentré comme je craignais, je suis rentré bras ballants. Tout est resté en Europe, parce que j'ai exécuté la volonté de M. Mongoso. Ils m'ont envoyé au lycée de Bafoussam, au LICLABAF, lycée classique de Bafoussam, et qui était un très bon lycée, avec un professeur français. J'oublie un peu Barbara, il s'appelait Barbara, au lycée classique de Bafoussam, en 72-73. Bon là, j'en suis reparti en 73-74, parce que j'avais protesté d'une exclusion que je jugeais arbitraire d'un interne. Djoumessi, je n'oublierai jamais son nom. On l'avait exclu parce qu'il y avait l'internat de filles, l'internat de garçons. Il demandait du sucre à une fille là pour faire son tapioca. Et un suivant général les a surpris. Et c'était tous mes amis. J'ai plaidé son cas. Ils n'ont pas voulu comprendre. Et comme j'étais membre du conseil de discipline, j'ai démissionné. Et il semble qu'à l'époque, il ne fallait pas démissionner. Ils ont fait un rapport au gouverneur. Le gouverneur a dû faire un rapport à Yaoundé. Et paf, la décision est tombée. Ils m'ont envoyé au lycée de Bolova pour enseigner la terminale. Pour enseigner en terminale. Or, là-bas, il n'y avait pas de terminale dans ce lycée. Et le proviseur m'a envoyé voir le directeur du lycée technique de filles, s'il pouvait m'utiliser, parce que lui ne pouvait pas m'utiliser. Le directeur dit, il ne peut pas m'utiliser, mais si je veux, bon, il y a une classe d'enseignement ménager pour aller entretenir les petites filles qui étaient là. Bon, je suis allé, je leur ai demandé, je me suis dit, qu'est-ce que je peux enseigner à ces enfants? Elles sont tellement gentilles, elles attendaient que je leur enseigne quelque chose, elles attendaient. Bon, je leur ai demandé, est-ce que vous aimez la poésie? Oui, monsieur. Bon, la poésie, c'est un langage pour exprimer les sentiments. Hein. Quand tu aimes quelque chose, tu dis ça, que tu aimes ça, mais tu ne dis pas directement. Il faut utiliser des formules. Bon, on va commencer un poème. Je leur ai donc enseigné. C'était quoi? Ah, j'oublie. Les violons de l'automne. J'oublie l'auteur. Les violons de l'automne blessent mon cœur. Je leur ai dit de taper sur la table et de scander. C'est Verlaine. Les violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Alors elles aimaient, elles adoraient la poésie. C'est ce que j'ai passé le temps à leur enseigner des petites choses comme ça. Et après, on m'a envoyé au lycée de Bolova. Au lycée de Bolova, au moins, il y avait la terminale. J'ai donc enseigné et j'ai eu à Bolova la visite. Nous avons reçu la visite du ministre Olombamwa. Oh, j'oublie, ma mémoire me lâche déjà. Et j'ai demandé à le rencontrer. Il a accepté de m'accorder l'audience. Je suis allé le voir. À ce moment-là, j'avais une grosse barbe.
j'avais perdu ma sœur aînée quand j'étais à Bafoussam. Elle était morte à Douala. J'avais donc gardé la barbe pour ça. Et avant d'aller voir le ministre, qui était accompagné d'une dame là, j'oublie aussi le nom, elle était déléguée d'éducation du centre. Elle m'a dit, tu vas voir le ministre avec la grosse barbe comme ça. C'est là donc que j'ai enlevé ma barbe du deuil pour aller voir le ministre. Je lui ai dit, monsieur le ministre, voilà, vous allez perdre tous vos enseignants. Dès lors qu'on vous dit que celui-là a fait la révolution, vous l'enlevez. Est-ce que j'ai fait la révolution? Il me dit, c'est vous qui venez de Bafoussam? Je dis, oui, monsieur le ministre. Le nom viendra tout à l'heure. Celui qui a construit le lycée de Bafia. J'oublie toujours son nom. Il me dit, lui n'a pas mal pris l'affaire. C'est vous qui venez de Bafoussam? Je dis, oui, monsieur le ministre. Bon, je vous ai enlevé parce que tout le monde a écrit contre vous là-bas. J'ai préféré vous enlever et vous mettre en sécurité quelque part. Et là, bon, si c'est vrai, monsieur le ministre, ça me rassure un peu. Un an après, il m'a nommé censeur à Konolinga. Donc, il m'avait vraiment protégé. N'est-ce pas? Et entre-temps, j'avais fait mon doctorat. Le 3e cycle. Je suis venu l'achever quand j'étais à Eboloa. Parce que j'étais rentré avec la maîtrise, sous la direction toujours de Claude Bruyère. En 79, j'ai été recruté à l'université de Yaoundé. J'ai été recruté là-bas comme assistant. Et après, la carrière a continué. En 81, le ministre actuel Mbargamboa a créé un journal qui s'appelait Objectif. Objectif. Il m'a appelé pour diriger ce journal parce que j'écrivais des articles dans le Reflet Vauctois, un journal que nous avions à l'internat, donc avec Mbargamboa Philippe, on était interne, avec Femme Ndongo même d'ailleurs, et Biyid Sam, c'était là. Moi, j'étais l'aîné, c'était des petits derrière moi. Donc, Mbargamboa me dit, bon, tu fais des articles là, tu vas diriger ce journal. J'ai dit oui. Ça s'appelait Objectif. Bon, j'ai donc entrepris une carrière de journaliste un peu, comme ça. J'ai été couvrir le coup d'État, le golpe de Libertad en Guinée équatoriale. Et nous avons aussi envoyé quelqu'un d'autre aller couvrir la guerre de Sénégal, Goukouni, Ouedaï, au Tchad. C'était un journal qui avait de véritables ambitions africaines, panafricaines. On voulait en faire quelque chose comme Jeune Afrique. Malheureusement, ça a commencé à marcher carré pour des petits problèmes internes. Et c'est mort comme ça. Bref, pendant que j'étais dans ce journal, j'ai eu la visite de l'ambassade de Corée du Nord, nous demandant d'aller suivre une conférence à Lagos sur l'enseignement. J'ai dit, bon, je suis prêt à aller. C'est comme ça que j'ai donc commencé avec la Corée du Nord. J'ai fait une conférence là-bas sur l'enseignement en Afrique. Et puis, ça a intéressé les Coréens. Ils m'ont demandé si je suis prêt à aller à l'académie du Juche à Pyongyang. Le Juche, c'est une doctrine typiquement coréenne pour la libération nationale. Et j'y suis allé. J'ai passé du temps avec les profs de l'académie des sciences du Juche. Et j'ai trouvé finalement que, excepté le fait qu'ils répètent et parlent du même auteur dans tout un gros livre, ils parlent d'un seul auteur, il y a quelque chose à voir au fond de cette doctrine. Surtout la méthodologie de la libération nationale et la méthodologie de la direction de son esprit, de son propre esprit, le Juche, la philosophie du sujet, quoi. J'ai donc écrit un bouquin là-bas. D'abord, dans le premier voyage que j'ai fait en Corée, j'ai ramené un récit de voyage qui s'appelle « Regard sur la Corée ». Regard sur la Corée, où je relate le séjour avec les leçons que j'apprenais. Je relate ça dans « Regard sur la Corée ». Et beaucoup de gens pensaient que je suis devenu communiste. Mais en fait,
je ne faisais que décrire un voyage ainsi que les choses qui m'avaient plu, ainsi que la mentalité du peuple coréen qui cherchait à se libérer du joug japonais, du capitalisme. Et il y avait pas mal de choses que le Cameroun pouvait copier là-dedans. J'ai tenu à ne pas garder ça pour moi tout seul et à le partager avec le public des lecteurs, d'où le regard sur la Corée. Et du coup, les Camerounais ont pensé que j'étais devenu communiste. Et après, j'ai même enseigné le Juche à l'université ici pour enseigner d'abord une philosophie orientale, ensuite les techniques de la libération nationale d'un peuple et tout ça. Et j'ai donc sorti un livre qui s'appelle La philosophie du Juche. Non, le livre s'appelait Révolution et création. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de faire la révolution, il faut qu'au terme de la révolution, on débouche sur un univers nouvellement créé par l'effet de la révolution. C'est quelque chose de nouveau. Donc, on ne fait pas la révolution pour la révolution. J'ai soutenu ce livre en thèse d'État. L'Académie du Juche m'a invité, quand ils avaient vu le livre, à aller soutenir ce livre en thèse d'État, en Corée du Nord, à Pyongyang. J'ai dit au personnel de l'ambassade ici, il ne peut pas aller comme ça tout seul. Il me dit pourquoi? Il dit, je connais les Camerounais. Si je vais tout seul, on va dire que je suis allé faire une thèse honoris causa. Vous voulez donc faire comment? Il dit, il faut qu'il y ait un témoin, un membre de l'académie de Yaoundé. Vous voulez donc amener qui? J'ai dit, je vais amener mon chef de département. Celui qui est le mieux placé pour me juger. J'ai donc sollicité la disponibilité du professeur Ondoa Pius, qui était mon chef de département et qui était aussi chef de service à la faculté là-bas. Il m'a accompagné, on a fait un long voyage avec escale à Moscou. On va voir le personnel de l'ambassade. Ils nous ont promenés dans la ville pour nous faire connaître tous les coins et recoins de Moscou. Et je crois que le séjour n'a pas déplu au ministre Ondoa. À moi, il avait plu, naturellement. Et on est allé, il a interrogé les gestionnaires du département de philo là-bas et tout, l'équivalence du nombre d'années et tout ça. C'est bien quand nous sommes rentrés ici, je n'ai pas eu de problème à avoir mon équivalence de thèse. Voilà pourquoi les gens, des étudiants m'appelaient docteur coréen, n'est-ce pas, en thèse d'État. Dans un cas, quand je passe, ils m'écrivent à travers la ville, docteur coréen, moi, il dit étudiant camerounais. Et je leur ai répondu, étudiant camerounais. Bon, un jour pour un jour, quoi. On blaguait comme ça. Et après cela, j'ai commencé à changer de grade. J'avais fait un jour une conférence ici, à Yaoundé. Il y a un Sénégalais qui passait là, un philosophe sénégalais, Jean-Pierre Ndiaye. Il a pris ça, bon, on a bien pour, puis c'était tout. Plus tard, le chancelier, on appelait les recteurs d'aujourd'hui, on les appelait les chanceliers. Il m'appelle, viens là. C'est un monsieur très sympathique, il ne m'appelait pas mon prénom, Hubert, viens. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait là au chancelier? Il m'appelle. Il dit, voici ton article. Jean-Pierre Ndiaye, tu connais Jean-Pierre Ndiaye? Il dit, oui, il a enseigné au Sénégal. Voici, il a publié ça dans la revue sénégalaise de philosophie. Ton article là. J'étais tellement content parce qu'il nous fallait une publication pour changer de grade. Cesser d'être assistant et devenir chargé de cours. C'est là que j'ai commencé à changer mes grades et à publier énormément. Je ne refusais pas une conférence. Qu'on m'appelle à quelque endroit, quel que soit l'endroit, je faisais le travail et j'ai pris donc l'habitude d'écrire et finalement de compiler et de faire des ouvrages jusqu'à présent. Je suis donc devenu successivement chargé de cours, maître de conférence. Et quand je suis devenu maître de conférence, grâce au doctorat de Pyongyang, qui était un doctorat d'État, j'ai fait une grande fête à l'université parce qu'on m'avait gardé chargé de cours pendant très longtemps. Au-delà, j'avais publié déjà plus du nombre d'articles qu'on requérait. Mais rien n'y faisait. On ne changeait pas de grade.
J'ai fait peut-être 14 publications au-delà de ce que je devais faire. J'étais toujours chargé de cours. C'est quand je suis devenu maître de conférence, j'ai fait une grande fête à l'université avec toutes mes économies. J'ai acheté des tines de bière ou brasserie à gauche. J'ai placé ça dans presque tous les coins et recoins de l'amphi, du campus Yaoundé 1. J'avais fait une conférence inaugurale pour inaugurer mon grade. J'ai fait ça à Yaoundé, personne d'autre ne l'a plus jamais fait. C'était pendant les congés de Pâques. Et tout le campus était rempli. La nuit, là, le campus était rempli. Il y avait à boire, il y avait des sandwichs, partout, pour fêter mon grade. Après cela, j'ai continué à travailler. Je suis devenu professeur titulaire. Et là, j'étais le tout premier professeur titulaire, non seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique centrale. Mes maîtres à moi, Njomolé et Martien Towa, s'étaient arrêtés au grade de maître de conférence. C'est moi qui viens percer le plafond pour devenir le tout premier professeur titulaire en grade. De sorte que c'est moi qui présidais tous les jurys. Je l'ai fait pendant 5 ans. Lorsque Dimi Robert est devenu professeur après moi, 5 ans après moi. Je pense que après cela, quand j'ai pris la retraite, après avoir quand même fait 2 fois un tour à la chefferie du département. J'ai été nommé chef à 2 reprises. Je ne dirais pas pourquoi je n'ai pas duré comme chef à la première fois, mais je suis allé à la retraite étant chef de département. Pas plus. J'avais espéré que je ferais un meilleur score au plan du progrès administratif. Mais l'homme propose et les dieux disposent. Ils ont disposé que je ne pourrai jamais dépasser le niveau de chef de département. Je suis donc allé à la retraite étant chef de département. Là au moins, je suis allé à la tête haute, quoi. Parce que la première fois, on m'avait donné presque un coup de pied au cul quand on m'avait enlevé du département pour des raisons bidons. Et là, j'ai compris qu'on ne peut pas me donner plus dans le régime. Et que ce que j'avais eu là était ce que je méritais pour mes positions idéologiques. Et je pense que j'ai fait une assez bonne carrière, puisque je suis maintenant professeur émérite. Le conseil consultatif de l'institution universitaire a bien voulu me donner le grade de professeur émérite. C'est purement honorifique. Hein. Les professeurs émérites ailleurs, dans d'autres universités, ne quittent jamais le campus. On leur donne même un bureau avec un secrétariat pour continuer l'encadrement de la recherche de haut niveau. Mais ici à Yaoundé, on te fait partir comme un docker après avoir fait tout ce travail. J'ai dirigé des centaines de mémoires, des dizaines de thèses de doctorat. Et même actuellement, je continue à diriger. Sauf que ma vue baisse déjà et la lecture devient un peu difficile pour moi. Donc je crois que je vais bientôt décrocher. L'idée sociale, c'est Paul Biya, où je voulais accompagner le nouveau président dans sa tendance social-démocratique, comme j'avais essayé de le comprendre, parce qu'il voulait libéraliser par rapport au premier régime. J'ai essayé de l'accompagner un peu sur ce terrain-là. Et ça me vaudra une violente attaque de la part de Kamto Maurice, qui disait que je considère comme un démocrate, un despote, un homme qui ne fait que violer la loi. Ça fait une violente polémique dans Le Messager, dans les années 86. Entre Kamto et moi, chaque fois que Le Messager sortait, les gens attendaient ça. Et chaque fois qu'il fallait répondre, les gens attendaient toujours.
La polémique a duré peut-être 2 mois entre Kamto et moi. Il a insulté le régime, il a insulté le président, de violer la Constitution. Moi, je m'efforçais de défendre le président qui ne viole pas la Constitution, qu'il est malgré tout, il est légaliste. Et quand tout cela est fini, on a choisi Kamto, on en a fait un ministre. Nous avons eu le premier grand débat télévisuel dans ce pays, entre intellectuels, Kamto Maurice et moi, au terme de cette polémique, à travers le Messager. La CTV venait de sortir, d'être créée. Le premier grand débat, c'était vraiment entre Kamto Maurice et moi. Après cela, j'ai écrit un livre, oui, pour comprendre le libéralisme communautaire. Et pour le premier livre, L'idée sociale chez Paul Biya, je l'ai déposé. J'ai demandé au ministre Ngango Georges de me le préfacer. Bon, il avait compliqué un peu. J'ai demandé à Sengako, au ministre Sengako, de le préfacer. Il a préfacé. Après, Ngango est revenu à de meilleurs sentiments. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis ça en postface. Donc, mon livre était encadré par 2 grands ministres de l'époque. Et un jour, Famen Ndongo, qui était à la présidence, mon ami, il m'appelle. Il dit, disons, le boss t'a fait un petit coup, hein? Viens émarger ici. Bon, je m'en vais émarger. Il me dit, mets les mains. Je mets les doigts là pour émarger. Il me donne 1 million. Je suis content, quoi. Je n'avais jamais touché 1 million. J'étais professeur de lycée, on gagnait 160 000. Professeur d'université, on gagnait peut-être 220 000. C'était le maximum. C'est Moudi qui m'appelle, c'est le chancelier qui m'appelle d'abord. Quand on vous appelle à la présidence, je monte, Moudi qui me reçoit, il dit que le président t'a donné un peu d'argent, 1 million. Je mets mes empreintes et je signe et je pars, étant content. Plus tard, j'écris un autre livre pour comprendre le libéralisme communautaire là, qui venait de sortir. C'était une conférence que j'avais faite dans l'arrière-pays. Je me suis dit, j'ai pris la peine à leur expliquer le libéralisme communautaire. Il faut que j'en fasse une brochure pour distribuer aux militants. J'ai fait une petite brochure. Semble-t-il, le président va aussi apprécier. Et là, il me fait appeler par Famen Ndongo. Famen Ndongo, je crois que je vais augmenter, améliorer mon score, me donne encore 1 million. J'image toujours avec mes empreintes. Un autre livre figure là, il s'appelle... je l'avais publié en Belgique. Et je raconte, là-dedans, j'essayais de montrer que le changement au Cameroun n'est pas l'effet de la pression de la rue, mais l'effet d'une volonté de changement personnel du chef. Il avait annoncé la libéralisation progressive et méthodique, et il l'a fait. Et c'est donc pas par les effets de la pression de l'opposition ou ceci ou cela. C'était un vieux projet, il a réalisé. C'est ça que j'appelle donc le changement politique au Cameroun. Alors, comme les colis, j'ai payé moi-même ce livre-là. J'ai fait avec mon argent, quoi. Les colis arrivaient donc, sont arrivés par le comité central et non par mon adresse personnelle. Il se trouve que quand les colis arrivaient déjà, en 92, moi, on venait de me mettre une fois dehors. Après les combats de rue, j'avais fait les combats de rue avec les Frondi, les Belle Bouba et tout ce monde-là, les Sachiroma et tout ça. Après tous ces combats, on m'a mis dehors. Je suis rentré à l'université. Et là, les livres arrivent derrière moi au comité central. Et trouve qui? Ils trouvent Joseph Charles Ndumba, de regretter mémoire, qui n'appréciait pas beaucoup que je l'appelasse monsieur le secrétaire général. Il fallait dire monsieur le ministre, mais moi je ne savais pas. Moi je croyais que dans le cadre du parti, entre camarades, on peut s'appeler monsieur, pas le titre du parti quoi.
Monsieur le secrétaire général, il n'aimait pas ça. Il m'en a gardé il m'a gardé une dent qui a débouché à ce que il a ventilé mon livre. Je l'ai retrouvé moi-même à la Poste centrale. C'est là que j'ai acheté 5 exemplaires. Le changement politique au Cameroun. Voilà un autre livre que j'allais oublier. Et l'autre livre, c'était donc les proverbes de Paul Biya. J'avais sélectionné les mots célèbres qui avaient retenu l'attention des gens et j'essayais d'en faire le commentaire. Ça fait 150, 160 pages. J'ai appelé ça les proverbes de Paul Biya. Qui vivra verra. Je vous verrai bien, etc., etc. Et apparemment, il aurait aussi aimé ça. Et toujours, Femme Ndongo, reconvocation, je me présente, re-1 million, re-empreinte, re-signature. Et je pars toujours tout content du million. Mais en maintenant quand même, comment? Le président Biya, lui, c'est un président d'1 million. Comment le président Biya ne peut donner qu'1 million à des gens qui écrivent sur lui? Mais quand j'apprendrai plus tard qu'une journaliste française était venue prendre 300 millions ici, là, je me suis fâché rétrospectivement, quoi, si vous voulez. Pourquoi elle ne fait pas plus de... Elle ne sert pas à la communication du président plus que moi ici. Pourquoi moi, je ne reçois qu'1 million à 3 reprises? Tous les coups, je ne reçois qu'1 million. Bon, et je préfère le dire ça parce que Biya vit encore, Femme Ndongo vit encore, Moudi qui vit encore. Ils peuvent contester si je mens. Mais j'étais quand même étonné de recevoir toujours 1 million. Bon. Mais en tout cas, je suis toujours reconnaissant parce que j'aurais pu ne rien recevoir. Mais j'ai quand même eu ce million-là. Bon, d'autres livres sont venus. Beauté et vertu du savoir, c'est ma conférence inaugurale. La beauté du savoir. Le savoir est beau, n'est-ce pas? Excuse une épistémétique, c'est-à-dire l'éthique de l'épistémé. Donc, c'est ça que j'ai appelé l'épistémétique. Ça revient sur les règles de la méthode scientifique, l'objectivité, etc. et tout cela. Et la beauté, parce que moi, ça m'ouvrait les perspectives d'avoir un doctorat et d'être promu maître de conférence. Ça m'ouvrait les perspectives. Il fallait donc célébrer ça. D'où le petit livre-là, où je raconte aussi, l'ouverture, c'est ma thèse à Pyongyang. Je raconte comment j'ai fait la thèse à Pyongyang parce que beaucoup de Camerounais pensent que c'est une thèse honoris causa. Il fallait que je leur explique ce que c'est qu'une thèse. Donc la thèse à Pyongyang, puis alors, beauté et vertu du savoir. Le petit livre-là. Et après, c'était donc à la tombée du jour, c'est parce que l'oiseau de Minerve prend son vol à la tombée du jour. Et je pense que l'Afrique se trouvait déjà à peu près à la tombée du jour, en ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait déjà pris notre envol. Il fallait donc présenter la philosophie africaine en son état. En ce moment-là, elle avait déjà pris son vol. L'oiseau de Minerve avait déjà pris son vol. Et c'était la toute première ébauche d'une présentation globale de la philosophie africaine, que je reprendrai plus tard dans Panorama, dans celui que vous tenez entre les mains là. Donc c'est une reprise, une refonte plus technique encore de la tombée du jour. Entre-temps, j'avais fait aussi, puisque on étudie la philosophie africaine et on pense que les Camerounais ne sont pas dans la philosophie africaine. J'ai donc fait un livre, Panorama de la philosophie camerounaise, en essayant de montrer, avec les icônes à l'appui, tout ce qui exerce au Cameroun comme philosophe ou professeur de philosophie. Et j'avais élargi ça à tous ceux qui ont soutenu déjà une thèse publiquement. Et cela, on doit les appeler, faute de mieux, des philosophes. Bon, on n'a pas de philosophes libres comme les Jean-Paul Sartre encore. Les philosophes ici sont toujours attachés à un métier, à un salaire. Parce qu'au Cameroun, en Afrique en général, on ne peut pas vivre de son livre encore. C'est pas possible. C'est pas encore possible en tout cas. Avec l'exception de Mongo Betty, qui a vécu de ce livre, mais qui était toujours un professeur avec salaire. Après, dans cela,
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga pour soutenir la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 1998. Et c'était une étude formidable qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui a quand même eu la faveur d'avoir été appuyé par le ministère des Finances, à qui j'avais demandé l'assistance. Et je remercie encore une fois de plus le ministre des Finances camerounais, M. Motazé, qui a bien voulu m'appuyer là-dessus. Beaucoup d'autres avaient refusé. Beaucoup d'autres avaient refusé. Et c'est quelque chose qui m'a donc étonné. Voilà, nous partons tous à la campagne électorale de notre président. Et vous qui avez quand même des caisses avec des budgets d'assistance, vous refusez de porter assistance à celui qui soutient nos hommes-là. Alors ça m'a étonné. Mais beaucoup de ministres aussi m'ont appuyé. Je les ai remerciés. Donc c'est le dernier livre. Et le prochain qui va sortir dans quelques mois s'appelle L'homme confiné. L'homme confiné, j'analyse la situation de l'homme en situation de coronavirus, en situation de confinement, la solitude et toutes les idées qui peuvent lui venir dans sa solitude de l'homme confiné. Donc j'en profite aussi pour analyser un peu la corruption, n'est-ce pas, dans un chapitre qui s'appellera là-bas le corona business, n'est-ce pas. Je parle beaucoup du corona business et j'ai fait tout récemment un voyage au Kinshasa. J'ai passé un mois là-bas pour aller aider, pour aller proposer un appui au président Tshisekedi, qui a été élu président de l'Union africaine, avec comme levier du développement de l'Afrique la problématique de l'art, de la culture et du patrimoine. Nous sommes allés un groupe de 3, nous avons eu la faveur d'être reçus et de lui proposer ça. Et la faveur aussi, la chance de voir notre proposition acceptée sur place. Il n'a pas pris le document pour l'envoyer à l'étude, où les gens allaient nous torturer là-bas. Il a dit, c'est bon, je prends ça, je finance, je vais faire financer par l'Union africaine. Donc je suis rentré. En rentrant, je trouve qu'il y a un scandale du corona ici, au Cameroun, qu'en dehors du corona business que moi j'écrivais, sur un ton mineur, on a chanté ce chant-là ici sur un ton majeur. Les journaux qui sont sortis hier, je ne sais pas comment faire pour intégrer ça dans mon livre qui est déjà écrit. Il faut quand même intégrer ça parce que de très hautes personnalités se sont signalées par des indélicatesses sur le financement de la lutte contre le coronavirus. C'est exécrable. C'est exécrable. C'est une pandémie, c'est un malheur, une calamité qui s'abat sur le peuple et les gens en profitent pour se faire beaucoup d'argent. C'est au plan éthique, c'est quelque chose d'inadmissible. Mais le champ de la recherche en philosophie, pour un étudiant africain, est vaste. Il est vaste. Nous avons des problèmes éthiques, comme celui que je venais de signaler là, et métaphysique même, comme le coronavirus est un problème à la fois politique, économique et métaphysique. C'est ainsi quand même que moi j'ai essayé de le traiter. Il y a aussi des problèmes pour la mémoire africaine. La mémoire africaine, nous sommes en coopération avec les pays occidentaux, mais nous ne devrions jamais oublier que nous avons été maltraités par ces pays-là. Ce n'est donc pas un travail de revanchard que je préconise, mais un changement de prise de conscience que la situation actuelle ne serait pas ce qu'elle est si la situation d'esclavagisme et de colonisation n'avait pas été. Donc, nous vivons aujourd'hui les séquelles de l'esclavage et de la colonisation et la philosophie,
sans faire de l'histoire pour l'histoire. La philosophie doit aussi se pencher. Parce que c'est à partir de là qu'on va repenser la renaissance culturelle. Vous allez faire une renaissance culturelle. Renaître, ça veut dire que vous avez d'abord été tué quelque part. Il faut décrire, il faut faire la phénoménologie du déclin de l'homme africain et peut-être chanter l'épiphanie à venir. Et beaucoup d'autres problèmes, la politique africaine, il y a la démocratie africaine, et le tour n'est pas joué quand on a dit qu'il faut faire la bonne gouvernance. La bonne gouvernance des autres est-elle notre bonne gouvernance? C'est loin d'être sûr. Que d'autres fassent des alternances tous les 4 ans, tous les 5 ans. Lorsque les 5 ans sont arrivés, vous organisez des élections qui coûtent cher parce qu'il faut changer pour changer. Le pouvoir africain ne se changeait pas comme ça. Il ne faut donc pas jeter notre anthropologie aux orties. Il faut repenser la succession du pouvoir en Afrique. Est-ce qu'il fallait changer l'homme s'il n'a pas trahi? Faut-il le chasser parce que le temps est arrivé? Nous avons gobé tout cela, en même temps qu'on a gobé les leçons de la mondialisation. Il faut faire attention. Est-ce qu'on doit chasser un chef qui n'a pas trahi? Tout simplement parce que le temps est arrivé. Quel temps? Nos chefs mouraient au pouvoir. Bon, aujourd'hui, je suis sûr que les propos que je tiens là seront critiqués, en disant que je veux que les gens soient éternels en Afrique. Mais attention, nous avons notre anthropologie, notre ethos, notre lien sentimental avec le pouvoir. Nous, les élites africaines, quand il parle d'élite africaine, c'est des sages. Et là, nous sommes maintenant dans le désordre démocratique des alternances. 4 ans, allez, tu pars. 4 ans, allez, tous les 4 ans, tu pars. On fait le ménage, tu pars. C'est quoi le ménage? Nous n'avons pas encore construit le pays et que vous chassez les gens alors que le pays est en construction. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas imiter. Spontanément, bêtement, légèrement, les démocraties occidentales. Ce n'est pas parce qu'on change qu'on est meilleur que le pays va se développer. Parfois, la stabilité permet même de développer beaucoup mieux. Bon, mais comme nous sommes à l'école occidentale, on fait la bonne gouvernance, les alternances démocratiques, la transparence électorale, etc., etc. Mais on peut concevoir des modèles de démocratie africaine qui ne chassent pas, qui ne causent pas les instabilités dont nous sommes victimes aujourd'hui. Aujourd'hui, quand l'instabilité n'a pas réussi, on tue parfois un chef. Moi, je trouve que nous prenons là une piste dangereuse. Il faut aussi peut-être réfléchir sur la mondialisation même. Nous allons tous sur les autoroutes de la mondialisation. On y va. Et c'est pas voulu, ça vient tout seul. Nos enfants vont en Europe, certains choisissent d'y rester, et d'autres, est-ce qu'ils nous ont trahis en restant là-bas? Quand ils reviennent ici, où sont-ils, comment sont-ils traités? Et ce problème de fuite des cerveaux est aussi sérieux. Le problème, c'est que il faut faire attention sur les slogans recopiés. Nos enfants vont-ils en Europe pour se perdre? Je ne pense pas. Moi, je suis fier que mes enfants soient en Europe pour se battre avec d'autres enfants dans la mondialisation, au lieu de les retenir ici. Donc, il y a donc ce problème d'immigration. Et il faut y réfléchir sérieusement, parce que l'immigration ne commence pas seulement avec la mondialisation aussi, ou bien les malheurs africains. Les problèmes d'immigration ont commencé dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité grecque, les Grecs émigraient en Afrique, en Égypte, pour venir étudier. Thalès est venu étudier en Égypte. En 6e, on nous parle du théorème de Thalès. Mais quand Cheikh Anta Diop était venu ici au Palais des Congrès en 86, il nous a montré
la formule du théorème de Thalès qui dormait dans les sarcophages égyptiens 3000 ans avant Thalès. Cette formule existait telle qu'elle 3000 ans avant la naissance de Thalès. Maintenant, Thalès fait un tour en Afrique, on dit que c'est celui qui a inventé la formule, le théorème de Thalès. Voilà une déformation du savoir. Il faut procéder à une certaine décolonisation des concepts. Une certaine décolonisation des concepts. En droit, en religion, en sciences physiques, il faut décoloniser. Et en philosophie encore, qui est une forme d'idéologie, davantage encore, ce qu'on nous apprend. Il faut changer le logiciel, quoi, de ce que on nous avait appris. Le temps est venu. Nous n'allons pas continuer à réciter le théorème de Thalès, sachant très bien que ce n'est pas Thalès qui a créé ce théorème. Thalès se trouvait en Égypte. Il a vu la pyramide construite autrefois se projeter sur la mer. Ah, on nous dit, notre professeur nous disait en 5e, alors Thalès s'est mis à calculer l'hypoténuse, c'est-à-dire l'axe qui descend vers la mer à partir du sommet de la pyramide, et puis la base, ça fait un triangle rectangle. Il faut donc calculer l'hypoténuse. C'est Thalès qui vient découvrir ça avec la pyramide qu'Autrui a construite. N'est-ce pas? Donc, celui qui construisait la pyramide ne savait rien du théorème de Thalès sur l'hypoténuse. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous avez vu, le père est mort ici en 1994. Il venait de faire Moïse l'Africain. Vous savez, venir faire Moïse l'Africain dans une civilisation gréco-romaine. Qui sait que Moïse est un juif? Vous voulez en faire un Africain? Voyez la dépense. C'est un grand désordre dans les savoirs. Il faut changer toutes les encyclopédies, il faut changer tous les livres dans toutes les bibliothèques qui ont fait de Moïse un Hébreu. Et le peuple a osé faire Moïse l'Africain. Mal lui en a pris. Le père Van, le jour où il est mort, moi j'étais avec lui. On travaillait sur un livre qui devait sortir sur la bioéthique. Parce qu'on faisait un club de bioéthique ensemble. On a fait une conférence, on corrigeait les épreuves. On avait travaillé toute la matinée. Et midi, 14h, on avait faim. Et le père Van a appelé sa cuisinière et dit, là, en la grondant, depuis que les gens sont ici, meurent de faim, c'est quoi? Elle dit, j'ai préparé le couscous de maïs avec le quem, le feuille de manioc, salé. Il dit, mais apportez-nous ça, on va manger. On a donc mangé. Je crois que c'est le dernier repas du père Van, ce jour-là, le feuille de manioc avec le couscous. Et il a gardé les épreuves du livre qu'on devait publier. Je n'avais pas de voiture. Il s'est offert pour m'accompagner à la Cité Verte, venant de la route de Kola, aux Béatitudes. Il m'amène, il dit, je dis, mon père, laisse-moi ici, parce que comme il y a les policiers à l'entrée de la Cité Verte, il y a les policiers là, je ne voulais pas le déranger, qu'il fasse le grand tour et qu'il revienne. Il dit, laisse-moi ici, je veux traverser à pied. Il dit, si les policiers me voient, ils vont croire que je fuis, que je n'ai pas les pièces. Hein. Si je tourne ici, ils vont croire que je n'ai pas les pièces. Il a blagué comme ça. Je crois que c'est la dernière blague aussi. Et le lendemain matin, on me disait qu'il était mort. De la manière que vous savez. Donc, il y a beaucoup de choses, la mondialisation, l'éthique de la mondialisation. Et il y a aussi, en philosophie, le problème de la réalité. Qu'est-ce que c'est que le réel? Le réel, est-ce ce que j'ai vu la nuit et qui s'est transformé le jour? Le réel, est-ce ce que je vois ici et maintenant? Qu'est-ce qui est réel? Il y a des gens qui pensent que le réel n'est pas ce qu'on voit. Le réel est ce qu'il y a la nuit. Des Ivoiriens avaient fait ça et ils appellent ça des nyctosophes. Au lieu d'être philosophes, on est des nyctosophes, c'est-à-dire les gens qui voient dans la nuit. Et l'Afrique est engluée dans cette problématique. Pire encore, le problème de l'idéologie des sectes. Le succès social de l'homme africain dépend-il de son adhésion
à une secte mystique européenne. Beaucoup le croient mordicus. Et toute la société est aliénée là-dedans. Tu n'es pas dans une secte mystique occidentale ou asiatique maintenant, les gens qui s'essayent dans des pistes nouvelles. Si tu n'es pas là-dedans et que d'autres, ceux qui gèrent, reconnaissent quand même l'équivocité des sectes asiatiques et vous acceptent. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes rejeté comme un rebut de la société. Et ça, c'est grave. Voilà, c'est la perdition même de l'Afrique. La perdition. Parce que quand on finit les grandes écoles à Paris, ou à Londres, ou à New York, eh bien, on vous inscrit d'office. Vous faites HEC, vous faites les mines, vous faites les NA, on vous happe, on vous introduit de force, parce que c'est vous qui serez les élites. Et dès que vous avez adhéré, vous vous êtes propulsé comme élite en prenant l'avion à Paris. Vous atterrissez ici sachant que vous serez placé. Et le gars qui vous reçoit ici sait que vous êtes recommandé. Cette aliénation qui a fini par créer deux tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui s'accaparent les choses, la tribu de ceux qui n'ont rien. Parce que, étant hors la secte. On nous fatigue ici avec des colloques sur le tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Vous voyez deux femmes de Bayam Selam sur le marché central qui se disputent une place pour vendre le macabo. Espèce de Bamileke, espèce de Betty, espèce de machin. Est-ce que ça impacte sur la société? Non. Les petites détestations réciproques n'impactent pas sur la société. Ce qui impacte sur la société, c'est quand certains volent tout et que d'autres restent affamés. Voilà les deux tribus que moi je vois. Et ceux qui volent tout s'assurent les protections réciproques. Le commissaire ne va pas condamner quelqu'un qui a mangé un enfant et le tribunal ne va pas trancher contre celui qui a mangé un enfant parce qu'ils savent tous pourquoi on mange un enfant. Quand vous avez une société comme celle-là, elle est divisée en deux. Nous sommes dans deux univers différents, deux univers mentaux, deux univers moraux, deux univers anthropologiques différents. Nous sommes là ensemble. Je m'entends avec n'importe quel individu de n'importe quelle tribu, tant que nous sommes ensemble, parmi les gens qui ont été éjectés hors des instances. Les gens qui ont gardé la maîtrise des instances sont aussi entre eux soudés. Soudés. Il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Betty. Eux s'entendent. Et ils jouent maintenant des sentiments populaires, communautaires, en jetant les gens dans les haines, des petites haines qui ne portent pas d'impact sur quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que vous êtes Bami ou bien Anglo que je ne vends pas mon... On s'engueule en vendant les noix de palme. On s'engueule en vendant les oranges. Sur les étals, on s'engueule. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas, c'est pas plus grave que ça. Mais on engage de grosses campagnes de lutte contre le tribalisme. Depuis que j'avais écrit un autre écrit qu'on a oublié tout à l'heure, l'ethnofascisme dans la littérature politique au Cameroun. Il y avait moyen de parler du tribalisme. Il vient parler du tribalisme quand ça ne pose même pas de problème aujourd'hui. Ce qui pose problème, c'est la répartition des revenus de la société. Les gens sont mécontents parce que les revenus du travail social sont mal répartis. Ce n'est pas plus social que cela. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut répartir, il faut faire parvenir l'abondance jusqu'au niveau populaire, jusqu'au niveau terre à terre. Les gens ne mangent pas. Ils n'ont pas de salaire. Voyez-vous, tout l'argent que j'ai entendu au sujet du coronavirus, au sujet de la Covid-19, ces sommes sont des sommes faramineuses. Et dit que c'est parti dans des circuits. Si au moins je peux concéder qu'on détourne de l'argent,
mais à condition qu'on puisse au moins le réinjecter dans les circuits économiques locaux. C'est-à-dire qu'on puisse s'en servir comme capital primitif accumulé par le vol. L'accumulation primitive du capital se fait pour des paradis fiscaux. Je dis que si on volait cet argent pour le réinjecter ici en créant des entreprises qui donnent du travail aux gens, je serais très compréhensif vis-à-vis de ces détourneurs. C'est une façon aussi de répartir. Mais ils prennent, ils envoient, ils prennent, ils envoient, ils prennent, ils envoient. Le pays reste comment? Et vous verrez ça dans le coronavirus. Voici des problématiques donc qui sont concrètes pour un étudiant de philosophie en Afrique. Que de parler de l'ethnophilosophie, c'est fini ça. On est fatigué de l'ethnophilosophie, du débat, c'est fini. Parler des problèmes concrets, parler des sujets historiques qui vivent à côté de vous et de la manière dont ils vivent. Parler de la technologie, la communication. La communication, c'est un sujet très important en philosophie. Communiquer, savoir communiquer. Mener un groupe et créer donc, si vous voulez, une sociologie qui soit notre sociologie. Avant, nous faisions la sociologie de Durkheim, la sociologie d'Auguste Comte. Il faut que nos sociologues prennent des problèmes de société ici en main, des problèmes concrets, sans avoir peur, sans avoir froid aux yeux. Et dire à un ministre que ce que vous avez fait là n'est pas bien. Moi, je sors du Zaïre. J'ai laissé là-bas une problématique. Il faut passer beaucoup d'analphabètes au Congo, n'est-ce pas? Même à Kinshasa, même. Des beaux gens, de très belles filles, mais qui ne parlent pas français. Ils n'ont pas été à l'école, n'ont pas été scolarisés. Pourquoi? La scolarité manquait. Les parents étaient pauvres. Alors, Tshisekedi a décidé de rendre l'école, comment on dit ça? Gratuite. Eh bien, la gratuité, voilà, tous les Congolais ont salué ce changement. Mais les ministres se sont mis à multiplier des écoles. 6 000 écoles fictives, jusqu'à 6 000. Et chacune d'elles doit avoir une subvention qu'il a mise dans la valise. Et même des prêtres dans les missions catholiques continuent à faire payer l'écolage. Alors qu'ils ont reçu, on a déjà payé la gratuité. Mais ils vont donc manger sur 2 râteliers à la fois. Et les prêtres seront poursuivis là-bas. Parce qu'ils ont pris l'argent de la gratuité tout en faisant payer encore, tout en ne rendant rien gratuit.